Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Caroline Rivière, créatrice de l'école de formation en ligne Objectif Bijoux et Nomade Digital. Nos entreprises sont partenaires depuis maintenant plus de 2 ans. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Benoît. Bienvenue au podcast du Club des Gemmes. Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots ? Ah oui, alors en quelques mots, je suis bijoutière joaillère, formatrice, maman et nomade. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel ? Quelle a été ta formation initiale ? Oui, mon parcours professionnel, alors en fait, j'ai décidé de me reconvertir, on va dire, dans la bijouterie parce que c'est pas ma première vocation. À l'origine, moi, je voulais être océanographe et en fait, j'ai un petit peu par hasard, j'ai commencé à faire des bijoux, on va dire, et donc j'ai décidé de me reconvertir en bijouterie sérieusement, on va dire, en 2012. Donc j'ai intégré l'école de joaillerie de Montréal en 2012 et là j'ai fait un cursus de 3 ans qui m'a permis d'obtenir un diplôme d'études collégiales en joaillerie. Donc ça c'est vraiment un diplôme québécois. Et voilà. Et après j'ai travaillé à mon compte directement. Et puis donc en 2018, j'ai décidé de encore une fois de changer un peu de voie. Mais pas tout à fait. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, avec ma famille, on a décidé, enfin avec mon mari et puis nos 2 enfants qu'on avait à l'époque, on a décidé, je dis à l'époque parce que maintenant j'en ai 3, on a décidé de devenir nomade. On rêvait de voyager, de passer plus de temps en famille et tout ça. Et du coup là, la bijouterie ne s'y prêtait plus de temps pour moi. J'avais un peu du mal à voir comment je pourrais continuer à gagner ma vie en étant nomade, en faisant des bijoux. Enfin, c'était un peu trop compliqué dans ma tête à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, il va falloir que je me reconvertisse dans un métier du web. Il y en avait de plus en plus qui se développaient. Et donc, j'ai choisi de devenir rédactrice web parce que j'aime beaucoup écrire, partager des connaissances et tout. Et donc, je me suis formée en rédaction web. Et finalement, pour m'entraîner à la rédaction web, j'ai lancé un blog sur la bijouterie joaillerie puisque c'était un sujet que je connaissais bien et que ça me permettait donc de me concentrer plus sur l'optimisation, si tu veux, des articles pour avoir un bon référencement et en écrivant quand même sur un sujet qui me plaisait. Et de fil en aiguille, chose à laquelle je ne m'étais pas forcément attendue, en tout cas pas à ce point-là, c'est que le blog a rapidement connu un certain succès, on va dire. J'avais beaucoup de lecteurs assez rapidement. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin de formation, en fait, que l'accès aux formations en bijouterie joaillerie était un peu compliqué en France. Je précise bien en France parce que j'avais beaucoup de lecteurs français en fait. Et donc il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer comme ça, mais sans pour autant avoir envie de réintégrer un cursus scolaire, on va dire, ou des fois c'était même pas juste l'envie, c'est qu'ils ne pouvaient tout simplement pas, que ce soit au niveau financier ou au niveau du temps, des responsabilités et tout. Donc c'est là que m'est venue l'idée de lancer des formations en ligne dans le domaine de la bijouterie. Donc voilà. D'accord, ouais. Et donc en fait là, quand t'étais, on peut dire que t'étais, j'ai entendu, nomade digital. Ça se dit comme. Oui. C'est un peu ça. Donc en fait, t'étais en même temps dans le métier, voilà, tous les métiers du web et de l'information, et tu te baladais avec la famille. Enfin, tu vivais de façon nomade. Et à ce moment-là, quand tu dis en France, c'est que t'étais nomade au Canada.
c'est ça? Alors attends, non, parce que du coup, en 2018, c'est l'année où on a décidé de devenir nomade, mais ça nous a pris concrètement 2 ans avant même 3 avec le Covid, du coup, parce que notre départ a été retardé. Donc, j'ai passé beaucoup de temps finalement à être, à travailler sur le blog et sur les formations en ligne sans être nomade. Et puis c'est en 2021, oui, que là on est devenu vraiment, voilà, comme tu dis, digital nomade. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, digital nomade, c'est des gens qui donc voyagent tout le temps et qui travaillent sur le net, quoi, en fait. Voilà. Ouais, ça fait rêver, mais j'imagine que dans le rêve et dans la réalité, peut-être que voilà, dans la vie au quotidien, justement, ça m'amène à cette question de comment tu arrives un peu à concilier tout ça, parce que l'entrepreneuriat, ta vie de maman, de famille nombreuse, et puis voilà, la vie nomade. Plus compliqué que je l'aurais cru au départ, parce que oui, du coup, finalement, la vie nomade, c'est pas comme la vie sédentaire, c'est-à-dire que nous, on vit en camping-car, en fait, hein, pour être précis, parce qu'on avait vraiment cette envie d'être libre et libre de nos mouvements. On voulait pas louer des appartements, tu vois, au mois et rester à un endroit puis changer d'endroit et tout. On voulait vraiment avoir cette possibilité d'aller où on veut quand on veut, avec notre maison. Et donc, ça amène beaucoup de logistique parce que on dort pas forcément au même endroit tous les soirs. Il faut changer l'eau du camping-car, vider l'eau, remplir. Voilà, toute cette logistique là que tu n'as pas finalement quand tu es sédentaire, ça prend beaucoup de temps. Après, on a les enfants, effectivement, on en a 3 donc maintenant. Il y a tout l'aspect éducation parce que forcément elles ne vont pas à l'école, donc ça c'est nous qui gérons aussi. Et puis il y a le boulot, effectivement. Et travailler dans un camping-car avec 3 enfants, c'est pas toujours évident. Oui, il faut faire la part des choses. J'imagine qu'il faut quand même un peu s'organiser. Et puis du coup je peux pas non plus les mettre dehors quand je veux travailler en leur disant allez-vous-en. Voilà, des fois je le fais quand il faut vraiment que je sois concentrée puis qu'il fait beau et qu'ils peuvent aller se promener ou visiter quelque chose voilà, mais c'est vrai que la plupart du temps ils sont quand même dans le camping-car quand je travaille, donc voilà. Et puis, donc oui, c'est beaucoup de choses en fait. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs mois parce que là maintenant ça fait 2 ans qu'on est nomade. Ça m'a pris plusieurs mois à trouver un équilibre et un rythme de travail qui me convient et qui convient à la famille aussi, évidemment. Oui, et je vois aussi dans ton blog, où je sais plus exactement où j'ai vu ça, mais il y a des moments où tu partageais cette vie nomade. Donc, tu as un blog particulier qui est dédié à cette vie nomade en famille. Et aussi, je vois que dans ton blog de bijoux, d'objectifs bijoux, tu parles aussi de comment être nomade et bijoutier. T'échanges un peu aussi des trucs et astuces ou vraiment des façons de s'organiser quand on est nomade et qu'on veut continuer à pouvoir créer. Alors, je l'ai peut-être fait 1 ou 2 fois. En fait, tu as dû tomber sur ces posts-là. Je l'ai pas fait tant que ça finalement, mais là, j'aimerais justement plus partager parce que cette année, notre gros projet, c'est de changer de véhicule. Donc, on va s'acheter un camion en fait et on va l'aménager nous-mêmes. Et dedans, j'aimerais vraiment m'aménager un espace atelier et partager plus justement. Comment devenir bijoutière nomade, parce que je sais que c'est quelque chose finalement j'ai des gens qui m'ont contacté, des bijoutières surtout qui m'ont contacté, qui m'ont dit que ça les intéressait en fait. Donc je prévois de partager plus en fait cet aspect-là, mais là je le fais pas assez en fait. Tu l'as vécu, donc t'es bien placé pour en parler, c'est sûr. Oui. Oui, non, c'est vrai. Et justement, on n'a pas trop parlé encore de l'école de formation Objectif Bijoux, et je voyais qu'à travers le site web et les réseaux sociaux, c'est pas juste une école où il y a des vidéos de formation et puis voilà, on regarde ça dans son coin. C'est vraiment, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une communauté dynamique, un peu comme une grande famille, j'aimerais dire. Ça donne, moi, ça m'a donné envie de me lancer déjà plusieurs fois. C'est cool.
Et je me disais justement, c'est quoi, par rapport à cette communauté, c'est quoi les valeurs importantes que tu aimerais transmettre aux élèves par le biais de cette école, les valeurs importantes d'un bijoutier? Les valeurs de l'école, en fait, c'est simple. Moi, je pense que parce que les gens qui se lancent, souvent, c'est une reconversion et certains ont été un peu abîmés, j'ai l'impression, par l'école. Ça, c'est mon avis, hein. Peut-être abîmés un peu trop fort, mais dans le sens que on a envie de tout de suite tout réussir, de tout de suite bien faire, tu vois, et on se met beaucoup de pression quand les gens se lancent dans un apprentissage. C'est ce que je remarque. Donc pour moi, il est important d'avoir un accompagnement justement pour déjà de ne pas les laisser les élèves tout seuls dans leur coin, parce que quand on fait une formation en ligne, forcément, on se sent un peu seul. Donc c'est pour ça qu'il y a, comme tu dis, on a essayé de créer une communauté. Alors je dis on, en fait, je parle de moi et de mes assistantes, parce que maintenant, j'en ai pas parlé dans l'organisation, mais j'ai quand même des assistantes qui m'aident et heureusement qu'elles sont là. Et donc la valeur importante de l'école, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que on n'est pas là pour en fait, on est là pour encourager les élèves, même s'ils pour leur faire comprendre que c'est normal qu'ils n'arrivent pas dès le départ à faire un bijou parfait, que ça prend du temps, qu'il faut qu'ils pratiquent et tout. Donc, on essaye de toujours encourageante, mais tout en donnant des critiques constructives et tout ça, et des conseils, bien sûr, pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc ça, disons que c'est la valeur pour moi la plus importante. C'est celle qui me tient le plus à cœur, en fait, la bienveillance. Après, au niveau de ce moi j'essaye de transmettre aux élèves par rapport à la bijouterie, c'est plutôt de penser leurs bijoux pour qu'ils soient durables. Tu sais, de nos jours, avec la fast fashion, puis tous ces bijoux que l'on trouve à bas prix dans les magasins, tu sais, des boucles d'oreilles à 5 euros. Oui. Bon, ce ne sont pas des bijoux de qualité qui vont durer très longtemps, en fait, généralement, hein. Et donc moi j'essaye de leur faire comprendre, du moins en tout cas j'essaye, j'espère que ça marche, mais que c'est important justement de penser en termes de durabilité, donc que de pas réaliser des bijoux trop fins par exemple, même si ça c'est joli, par exemple pendant un temps c'était la mode des bijoux hyper minimalistes, très très fins et tout, c'est très joli c'est sûr, mais du coup c'est pas des bijoux qui tiendront le coup, et donc voilà, de penser leurs épaisseurs de métal dès le départ pour réaliser un bijou qui sera solide et durable, qui va durer longtemps, que ce soit pour sertir des pierres, puisque oui. Voilà. Même l'épaisseur des pierres, c'est vrai que si c'est trop fin, la pierre cassera aussi plus facilement. Le bijou sera moins durable. Effectivement. Et puis justement de penser à quelles pierres intégrer aussi, parce que c'est pas toutes les pierres qu'on peut intégrer en bijouterie, qui seront assez solides en fait pour supporter des chocs. Tu sais, quand on apporte des bagues par exemple, les bagues c'est des bijoux qui sont soumis à de nombreux chocs, donc il faut pas mettre n'importe quelle pierre dessus par exemple. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre, on va dire, ou en tout cas j'essaye de mettre l'accent là-dessus, sur la durabilité d'un bijou, parce que c'est ce qui fait la différence selon moi entre un bijou fait à la chaîne qui sera vendu à bas prix et donc qui sera généralement très fin, puis pas forcément avec du métal de très bonne qualité et tout ça, et un bijou d'artisan. Oui, donc ça, tu leur transmets cette valeur, oui, c'est une belle valeur, c'est important, parce qu'autrement, comment se différencier aussi, vu que ces bijoux ils sont accessibles, on ne sait plus vraiment ce qu'il y a derrière non plus. Donc on achète un bijou à 5 euros, comme tu disais. Oui, et puis il ne dure pas longtemps, quoi. On ne le transmettra pas à nos enfants en général. Non. En parlant d'enfance, pour faire un petit lien, une petite transition, est-ce que tu aurais des souvenirs peut-être d'enfance, de bijoux qui t'ont particulièrement marqué ou pendant ton enfance, et qui peut-être en fait ont déclenché le fait que ensuite tu te sois mis dans la bijouterie, dans ce milieu-là? Eh bien, écoute, quand j'étais petite, comme beaucoup de petites filles, je pense, je jouais souvent avec les bijoux de ma maman.
qui ne lui plaisait pas vraiment. Ouais. Et puis après, un peu plus grande, donc là quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans. Et puis vers 7-8 ans, j'ai commencé moi-même à faire des bijoux, en fait, mais des bijoux en perles, donc du tissage de perles principalement. J'en ai fait beaucoup. Mais après, je n'ai plus touché en fait aux bijoux parce que pendant longtemps, je me suis, on va dire, vouée à une carrière scientifique. Donc, j'étais plus trop dans le manuel ni la création en fait. Et c'est finalement bien plus tard, quand j'ai eu ma première fille, que là, je suis retombée dans le bijou en fait. D'un coup, j'étais en congé maternité. Et j'avais besoin de faire quelque chose d'autre que juste changer des couches et donner des biberons. En fait, à l'époque, c'était mon besoin. J'avais besoin de créer quelque chose, en fait. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les bijoux. Et voilà. Oui, t'avais besoin de beau, on va dire, de beauté ou de... de beauté, pas à dire, non, mais pas de beauté, mais dans le sens de réalisation. Oui, voilà. Et de m'exprimer peut-être. Ouais. Mais voilà, du coup, je sais pas s'il y a un lien direct avec ces souvenirs d'enfance ou pas, honnêtement. Surtout, du coup, je me suis pas. Enfin, oui, j'ai fait un peu de bijoux en perles. Remarque, quand j'ai recommencé à faire des bijoux, finalement, à 23 ans, je faisais des bijoux en perles au départ. Mais ouais. Donc justement, après, est-ce que tu pourrais me parler, là, tu as fait 3 ans d'études à l'école de joaillerie à Montréal. Et est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, me décrire la création dont tu es la plus fière, s'il y en a une? Alors, pendant que j'étais à l'école ou même après? Ça peut être même après, hein, c'est pas forcément D'accord. à l'école. Eh bien, il y a eu... c'est le bijou que je montre, je pense, le plus, mais ça doit être parce que c'est celui qui me rend la plus fière. C'est un bracelet que j'ai appelé bracelet coral. C'est un bracelet en argent, en fait, que j'ai oxydé, donc en fait, il est noir, avec un fermoir en or d'Izucara, en or jaune, et une pierre dessus, sur le fermoir, qui est sertie. Cette pierre, je n'ai pas le nom français. Aux États-Unis, on appelle ça un Super 7. Super 7. D'accord. Ok. C'est pas un nom très glamour, je dois t'avouer. Je connais pas non plus ce nom. Je regarderai. Ouais, c'est un quartz en fait, qui possède environ, enfin, si j'ai bien compris le truc, c'est Super 7 parce qu'il possède 7 inclusions différentes, de pierres différentes. Donc c'est un quartz transparent, mais qui possède des inclusions d'améthyste là, de goétite, et puis les autres, je me rappelle plus exactement là. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est une pierre qui est très intéressante, je trouve. Et rare, j'imagine, parce que moi, j'en ai pas vu. Alors, c'est plus connu aux États-Unis, en fait, en Amérique du Nord. Parce que c'est là-bas que je l'ai trouvé. J'étais allée... tu dois connaître le Gem Show de Tucson. Ah oui. C'est le plus grand salon du monde. Voilà. Et je suis allée à Tucson en 2017. Et à ce Gem Show, en fait, c'est plusieurs expositions à travers toute la ville, expositions de pierres. C'est incroyable. Donc, il paraît que c'est incroyable, que c'est vraiment toute la ville est dédiée à ça, quoi. Hein. Et même dans la rue, dans les maisons. Ouais, il y en a partout, des petites expos de rien du tout, avec des expos énormes organisées par le AGTA, par exemple, et tout ça. Et donc tu trouves de tout. Mais alors vraiment tout. Mais c'est génial. J'ai adoré et mon porte-monnaie a moins aimé. Mais du coup, là-bas, j'ai trouvé des pierres, mais incroyables. Et ça m'a donné beaucoup... ça a aussi été une grande source d'inspiration, en fait, finalement, ce voyage. Donc, j'y retournerai demain, si c'était possible. J'imagine. Moi, j'aimerais y aller aussi. J'y suis pas allé, mais je sais. Et oui. Ouais. Est-ce que c'est là que tu as trouvé cette pierre, justement, ou pas du tout? Oui, c'est là. C'est là que j'ai trouvé cette pierre. Et que j'ai découvert, en fait, ces pierres-là, tout simplement. Ouais. Et par rapport à cette création, donc c'était quoi un peu les défis à relever, les techniques un petit peu plus compliquées que tu as dû mettre en œuvre? Alors, en fait... Le bracelet corail, là, je veux dire.
Ouais, cette création, en fait, finalement, j'avais déjà terminé mes études quand je l'ai fait, mais j'avais repris en fait un cours de perfectionnement à l'école de joaillerie de Montréal. J'aime bien, je ne le fais plus parce que je suis nomade et que c'est difficile de m'arrêter dans une école pour prendre des cours. Mais j'aimais bien prendre des cours de perfectionnement chaque trimestre à l'école de joaillerie parce qu'ils offrent pas mal de perfectionnement dans plein de techniques. Et là, le cours, c'était un cours de design de bijoux en fait. Et donc le défi ici qu'on nous avait mis, c'était de réaliser un bijou avec de l'or. Bon. Donc en soi, c'était pas si compliqué que ça. Enfin, c'est parce que à l'école de joaillerie, on fait beaucoup on travaille un tout petit peu l'or, mais un tout petit peu parce que ça coûte très très cher. Et sinon, tous les bijoux sont réalisés en argent en fait. Donc là, ça nous permettait de pousser un peu plus loin la pratique sur l'or. Et puis, bien sûr, il fallait quand même que ce soit un bijou. Il fallait aussi pousser au niveau design, un peu faire une recherche un peu plus approfondie, on va dire. Et donc, j'ai décidé de faire ce bracelet. Donc, c'est un bracelet à charnière. Il y a des charnières en bas. Et le serti de la pierre, en fait, c'est un fermoir. Donc tout est fait à la main. Et donc un fermoir, c'est très technique et ça demande énormément de précision. Donc si tu allies ça au fait que tu travailles de l'or et que à chaque coup de lime, c'est comme si tu dépensais 10 €, c'est une image, voilà, ça fait mal en fait. Donc c'est un petit peu stressant, on va dire. Voilà, ça c'était un peu le défi, on va dire. Mais finalement, j'en suis bien sortie. Et puis j'ai été très contente. Du design et c'est du bracelet en fait au final c'est vraiment un bijou que j'aime énormément et je suis ce qui est génial c'est que ce bijou après j'ai pu le présenter si tu veux à beaucoup de concours et donc il a gagné des prix en Amérique du Nord. Il a aussi été publié dans un livre, je sais pas si tu connais les livres de Nicolas, je vais pas dire n'importe quoi, Nicolas Estrada. Il fait des livres, c'est plutôt des livres. Enfin, en fait, c'est des bouquins qui recensent des bijoux, si tu veux, des belles photos de beaux bijoux. et donc là, il avait sorti en 2021, je crois, le livre New Bracelet, donc consacré que au bracelet. Et donc je l'avais soumis et il a été publié dans ce livre notamment. Wow. Donc non, là, oui, c'est sûr que tu peux être fier. Tu peux en être fier. Ouais. C'est chouette. Ouais. Et puis pour compléter l'histoire de ce bracelet, c'est qu'il a été acheté finalement aussi pour la collection privée de la ville de Montréal. Donc maintenant, il appartient à la ville de Montréal. Donc ouais, c'est un bracelet qui m'a amené loin en fait, on va dire. Oui, ça fait vraiment dans ton histoire de créatrice quoi. C'est marquant quoi. Ouais. Alors maintenant, on va aborder un peu la partie où on va parler des pierres. Mm-hmm. Et par rapport aux techniques de bijouterie que tu enseignes, quelles sont celles que tu enseignes qui vont utiliser des pierres ? Eh bien, essentiellement le sertissage, en fait. En fait, en bijouterie, quand tu veux intégrer une pierre sur un bijou, on va dire que tu vas la sertir sur un bijou. Donc, il faut créer une sertissure, c'est-à-dire le système, en fait, qui va permettre de fixer la pierre sur le bijou. En gros, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de sertis. Pour l'instant, moi, je n'ai sorti qu'une formation sur le sertissage et c'est sur le serticlos. Donc, c'est on l'utilise surtout pour les cabochons, bien qu'on puisse sertir en serticlos des pierres facettées aussi. Mais en gros, tu prends une bande de métal qui fera le tour de la pierre et puis tu rabats le métal sur la pierre. Voilà, pour faire simple. C'est clair. Donc ça, c'est la seule formation pour l'instant que j'ai sur le sertissage. J'en prévois d'autres à l'avenir, mais voilà, c'est long de créer des formations, c'est assez long. Donc petit à petit, on en ajoute des nouvelles. Ouais, non, mais c'est super déjà de pouvoir apprendre à sertir, à utiliser les pierres. Oui, parce que on est souvent en bijouterie, c'est rare qu'on rencontre des bijoutiers qui ne soient pas des amoureux des pierres. En général, on a tous un peu cette maladie d'aimer tellement les pierres qu'on en achète plus que ce qu'on peut en sertir.
Je comprends cette maladie. Je les sertis pas moi, mais bon, j'en achète beaucoup aussi. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc oui, effectivement. Puis un bijou avec une pierre, tout de suite, je trouve que ça lui donne plus une âme. C'est mon avis, mais. Oui. Ouais. Et justement, par rapport aux pierres, quel est pour toi le point principal qui va faire qu'une pierre est de qualité, dans le sens où cette pierre elle va pouvoir être utilisée en bijouterie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être une pierre où tu dis non, ça c'est pas possible, j'arriverai jamais à utiliser. Et une autre, oui. Alors en bijouterie, on regarde trois critères normalement. La durabilité, qui détermine la durabilité d'une pierre. On en revient à cette fameuse durabilité du bijou finalement. On a la dureté, la ténacité et la stabilité de la pierre. Et du coup, moi c'est surtout sur la dureté que je m'attarde quand j'en parle aux élèves, même si les deux autres points sont assez importants aussi. Mais la dureté déjà est importante. Par exemple, je déconseille aux élèves de sertir des pierres qui ont une dureté inférieure à 7, ou du moins, s'ils veulent vraiment sertir une pierre de dureté 5 ou 6 parce qu'ils aiment vraiment cette pierre, à ce moment-là, qu'ils ne la montent pas sur un bracelet ou sur une bague, comme je l'ai expliqué au début, mais plutôt en pendentif, parce qu'un pendentif, ça prend beaucoup moins de choc qu'un bracelet ou une bague, ou à la limite sur des boucles d'oreilles, ou une broche même. Voilà. Donc ça, c'est le critère principal que je donne à mes élèves. Mais après, si... par exemple, la fluorite, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est quand même une pierre qui est assez cassante aussi, qui est un peu moins tenace. Oui, en effet. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est très très beau, mais voilà, il faut faire attention à ça aussi. Donc il faut, c'est des critères importants à prendre en compte. Donc c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves. Au niveau de la stabilité, ça va être par rapport aux produits chimiques qu'on va utiliser ou même la lumière du soleil qui peut affecter, ou même des vitrines, quand les bijoux sont exposés, qui peut affecter la couleur de certaines pierres. Donc voilà, il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais vraiment principalement, moi je l'axe sur la dureté parce que c'est quand même on va dire le critère. Je le vois un peu plus important que les deux autres, on va dire. C'est celui qui nous concerne davantage, j'ai l'impression. Surtout quand on élabore le design d'un bijou. Quand tu dis design, c'est la conception du bijou. Au niveau du processus créatif, est-ce que toi, tu aurais des conseils Est-ce que tu vas commencer par faire le design, dessiner le bijou et tout ça, puis ensuite choisir la pierre? Là, je parle d'un bijou avec une pierre, une ou plusieurs pierres. Ou tu fais plutôt le contraire, c'est-à-dire que en fait, tu auras la pierre, tu vas trouver celle qui t'a tapé dans l'œil, entre guillemets, et puis tu vas concevoir le bijou autour de cette pierre pour la mettre en valeur. Ça dépend, en fait. Ça peut être l'un ou l'autre, finalement. Le bracelet coral, par exemple, dont je t'ai parlé, j'avais trouvé la pierre et je savais, quand j'ai pris ce cours de design, que je voulais utiliser cette pierre parce que je voulais trouver un moyen de la mettre en valeur, même si elle était déjà très, très belle. Mais voilà, de lui rendre justice, on va dire. Et donc, j'ai élaboré le design autour de la pierre pour ce bracelet-là. Après, il m'est arrivé d'avoir, par exemple, j'ai eu une commande une fois d'une alliance où la personne savait exactement ce qu'elle voulait comme design, en fait, pour son alliance. Donc, j'avais pas tant besoin de chercher au niveau créativement parlant, j'avais pas vraiment besoin de faire des recherches. Par contre, il a fallu que j'aille chercher la pierre qui s'intégrerait bien dans son design. Et d'ailleurs, j'ai trouvé aussi à Tucson, c'est drôle. Donc là, il y a plein de personnes qui vont prendre leur billet là. Oui, c'est ça. Bon, c'est l'année prochaine, mais ça dépendra. Oui, c'est au mois de février. Ça dépend quand le podcast sortira, mais voilà, c'est au mois de février chaque année. Et donc à Tucson, j'étais là, je savais qu'il fallait que je trouve un saphir en forme de poire, un saphir couleur pêche. Alors pas un paracha parce que ça vaut hyper cher, mais un saphir couleur pêche, voilà. Ou non, attends, c'était une topaze finalement. Je me suis retranchée sur une topaze finalement, je crois. Topaze impériale peut-être. Ouais, parce que
parce que finalement, des saphirs pêche sans être pas de paracha, parce que du coup, dans les nuances, ça fait pas. Enfin, tu m'arrêteras encore si je me trompe, mais il peut y avoir des saphirs pêche qui ne sont pas considérés comme des pâtes paracha. Oui, Voilà. c'est tout, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est très très subtil en fait. Donc. Ouais, voilà. Et mais bon, le prix était quand même assez élevé à chaque fois et tout, et ça rentrait pas dans le budget ma cliente. Donc là, il a fallu que du coup, plutôt que j'avais le design, je savais quel bijou on allait faire, mais là, il a fallu que je fasse une recherche de pierres, et donc je passais dans tous les stands, je leur demandais Peach Sapphire, please. Et puis, bien sûr, ils parlent anglais, et voilà, ça m'a pris une journée à trouver. Je fais je ne sais combien de stands, mais au moins j'étais au bon endroit puisqu'il y avait je ne sais combien de fournisseurs à disposition, quoi. Et voilà, donc tout ça pour dire que les deux se font en fait. Ça dépend du bijou, ça dépend de la commande, ça dépend de plein de choses finalement. Oui, il y a pas une façon de faire qui est la bonne. Non, pas du tout. Non. Bon, c'est rassurant, je pense, pour pas mal de gens qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai, comme ça, on peut se lancer aussi. Oui, il faut y aller au feeling, en fonction de ce qui nous semble être le mieux. Là, dans le cas de ma cliente, je n'avais pas franchement le choix finalement aussi non plus. Hein. C'était ok, c'était ce design. Bon, faut trouver la pierre. Voilà. Et donc, toi, personnellement, est-ce que tu as un petit faible pour une sorte de pierre en particulier ? Ou peut-être aussi pour une forme particulière, marquise, tronc, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui va te parler le plus par rapport aux pierres ? Moi, ce qui me parle le plus, c'est les inclusions, en fait, tout simplement. J'ai pas une pierre forcément préférée ou quoi. J'aime bien quand les pierres, elles ont ce petit côté unique, et pour moi, ça passe par les inclusions souvent. Donc, j'aime bien les pierres transparentes ou laiteuses, et quand elles ont des inclusions, c'est encore mieux. Ouais, et là, il y en a plein. C'est chouette. Et là, il y en a plein. Ouais. Et c'est drôle parce que souvent, les inclusions, enfin, pas souvent, mais des fois, c'est considéré comme des défauts, alors que finalement, ça peut être magnifique, quoi. Enfin, ça dépend. Oui, en cours de gémologie, c'est vrai que nous, nous, les inclusions, quand on dit qu'une pierre est incluse, c'est qu'elle est de moins bonne qualité. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que moi aussi, avant de commencer les cours de gémologie, j'aimais et j'aime toujours les inclusions, mais quand on nous apprend, là, la pierre, elle est incluse, elle est de moins bonne qualité, elle est moins chère, c'est pas une pierre de qualité, ça fait mal à entendre. Après, oui. Il y a inclusion et inclusion aussi. Hein, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que par exemple, une émeraude qui serait très incluse, ça, je trouve, par contre, ça me plaît pas, je trouve pas ça très beau visuellement. Voilà, dans les émeraudes, par exemple, les inclusions, je trouve, enfin, moi, ça me parle pas tant, par exemple. Et puis, ça rend l'émeraude hyper cassante, hyper fragile, donc c'est pas du tout intéressant finalement. Mais il y a plein d'autres. Voilà, il y a plein d'autres pierres, par contre, même si elles ont des inclusions, ça dérange pas tant que ça finalement au niveau de la solidité de la pierre. Enfin, tu me diras encore une fois si je me trompe ou pas. Hein. Non, mais si, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Ça dépend. Ça va dépendre de la taille de l'inclusion et voilà, et de pas mal de facteurs. Mais c'est vrai que je pense aussi que le fait qu'il y ait les inclusions, c'est plus difficile à évaluer. Et donc, en fait, ça devient beaucoup plus subjectif et c'est peut-être ça qui te touche aussi. Enfin, ça veut dire que tu vas pas avoir la pierre... c'est pas une pierre, entre guillemets, parfaite, dans le sens limpide, il y a juste la couleur, et entre guillemets parfaite, parce que ça peut être aussi une perfection d'avoir une superbe inclusion. Ouais, ça dépend où elle est placée. Voilà. Ouais, effectivement. Et après, en fait, moi, je suis pas forcément attirée vers les pierres de très très grande valeur finalement. Je préfère acheter des pierres, je sais pas, en dessous de 100 €, mais je trouve qu'il y a un choix merveilleux, énorme parmi toutes ces pierres qui ont finalement pas, parce que quand on parle de pierres de grande valeur, là, on peut parler de beaucoup plus cher, effectivement, entre les émeraudes, les saphirs, les rubis et les diamants, là, on est vraiment dans le haut de gamme, on va dire, plus, mais, et encore, tout dépend des inclusions et des traitements qu'elles ont subis, effectivement, mais, oui.
Mais voilà, du coup, je préfère, moi, des pierres, ce qu'on va plutôt appeler pierre fine. Alors, on peut dire pierre fine, hein, c'est ça? Oui, on peut dire pierre fine, ouais. Enfin, pierre gemme Voilà. ou pierre fine, mais bon, gemme, ça inclut aussi les pierres précieuses, mais pierre fine, Oui, voilà. c'est les pierres gemmes qui sont en dehors des 4 pierres précieuses. Ouais. Et après, dans les pierres... émeraude, saphir, rubis, je le dis juste quand même. Oui, pour rappel. Et après, dans les pierres qui seraient un peu plus, on va dire, un peu moins incluses, il y a quand même... j'aime beaucoup les tourmalines parce que je trouve qu'elles ont une couleur incroyable. Donc voilà, si je devais choisir des pierres sans inclusion, facettées aussi, parce que je les trouve très belles quand elles sont facettées. La tourmaline, c'est une pierre qui me parle beaucoup. Je comprends complètement. c'est vraiment une des pierres, oui, qui va avoir toutes les couleurs possibles et même certaines sont bicolores, tricolores. Ouais. Donc c'est incroyable. C'est une pierre qui a vraiment tellement à offrir, on va dire, ou à montrer. Et justement, on parlait de pierres là. Peut-être une petite dernière question par rapport aux pierres. Est-ce que t'as en tête ou un souvenir entre guillemets de la plus belle pierre que t'as eu en main? Si t'étais à Tucson, tu dois avoir autre que celle que t'as faite, la Super Seven, mais est-ce que t'en as une vraiment qui te marque comme ça? J'ai vu tellement de pierres à Tucson. Et ça fait un petit moment déjà, hein, là, ça doit faire 6 ans du coup, déjà. Comme ça, non. Après, j'ai vu des choses étonnantes, des pierres taillées de façon peu conventionnelle, on va dire. Alors là, malheureusement, je me souviens plus du nom du lapidaire, mais il y a un Américain qui taille des pierres par facettage, enfin facettées, mais il leur donne aussi des formes, enfin pas des formes, mais comme des effets à l'intérieur de la pierre, comme s'il y avait des bulles dans la pierre, tu vois, des trucs comme ça. Celui dont je te parle, c'est lui qui avait un peu mis ça, créé ça, on va dire, si on veut, le concept, mais je pense qu'il est plus le seul à le faire. Donc, non, j'en ai vu en France aussi, oui, qui faisaient ça, des tailles à facettes assez atypiques ou des designer cut, ils appellent ça. Ah ouais. Et malheureusement, je suis désolée pour les auditeurs, mais j'ai plus le nom, du coup. Non, mais peut-être que ça le retrouve. Mais voilà, c'est plutôt ça, là, tout de suite, comme ça, c'est ça qui me revient à l'esprit. Ok, bon, on est bientôt à la fin de cet entretien et j'aime poser une question un peu différente des précédentes pour la fin. C'est est-ce que tu pourrais recommander aux auditeurs un livre, un des derniers livres ou films qui t'a particulièrement plu, dans lequel tu es dedans en ce moment, quoi, en fait, pour partager un petit peu ton quotidien, voilà, de lecture ou de film. Alors, en général, je lis beaucoup de livres de développement personnel parce que j'aime bien, ou alors de famille nomade, parce que ça vient me toucher et tout, forcément. Mais en ce moment, mon sujet de prédilection, c'est l'alimentation. Je suis un peu pris de passion pour ce qu'on mange et ce qui fait du bien à notre corps, on va dire, et tout ça. Et donc là, je suis en train de lire un livre qui est un best-seller dont peut-être beaucoup auront entendu parler ou pas, hein, je sais pas. C'est une Française qui s'appelle Jessie Inchauspé, qui est partie étudier aux États-Unis il y a longtemps. Enfin, d'abord au Royaume-Uni, puis ensuite aux États-Unis. Elle est, si je dis pas de bêtises, docteur en biochimie, et elle s'intéresse beaucoup au glucose et les effets du glucose sur le corps. Oui. Et elle vulgarise tout ça très très bien. Et donc je commence tout juste son livre qui s'appelle Fais ta glucose révolution. Voilà, et où elle explique les méfaits du glucose, mais à la fois de manière en fait, elle te dit pas ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle te dit pas de bannir le glucose de ta vie, mais plutôt elle te donne des solutions en fait pour éviter d'avoir des pics de glucose qui sont très mauvais, à la fois pour l'humeur, pour la fatigue, et puis pour plein d'autres choses en fait finalement, dont on soupçonne même pas. Et donc elle t'apprend plutôt à réorganiser ton alimentation. On va dire, pour pouvoir continuer à manger du glucose, mais que ça ait moins d'impact sur ta santé. Donc voilà, ça c'est le livre que je lis actuellement.
Merci pour ta recommandation. Ouais. C'est intriguant. Mais Ouais. c'est vrai que le sucre, on en parle beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la bijouterie, mais ça faisait partie du jeu. Il n'y a pas de problème. Oui. Je me suis permise, vu que tu m'as dit que ça pouvait n'avoir aucun lien. Donc voilà, c'est ce que je lis actuellement. C'est intéressant. Et pour finir, quel est le meilleur moyen pour te joindre, pour les auditeurs qui souhaitent échanger avec toi? Le meilleur moyen, je pense, pour me joindre, c'est vraiment par mail. Parce que c'est par là que je vais être le plus facilement joignable, on va dire. Sauf quand je suis en tournage de formation. Là, c'est plus compliqué. Bon, mais il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Par contre, j'ai toujours une assistante qui pourra répondre, et si jamais elle n'est pas capable de répondre, qui va me transmettre le message. Voilà. On va mettre toutes les infos dans le descriptif du podcast de cet épisode, donc pas de souci. On arrivera à te joindre ou quelqu'un de l'équipe. Oui, non, mais après, il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Des fois, c'est pas moi, mais effectivement, en général, on laisse pas les questions en plan. C'est un point d'honneur. C'est quelque chose auquel je tiens, de toujours apporter des réponses. Après, des fois, oui, il y a aussi Instagram, mais c'est vrai que sur Instagram aussi, je reçois beaucoup de questions, mais ça me fait toujours plaisir de lire quand même les messages des gens qui prennent le temps de m'écrire. Merci à toi, Caroline. Merci à toi, Benoît. C'était très plaisant comme petite discussion. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles. Ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.